Alors je disais, tout vous oppose peut-être Pourquoi? Alexandre Delval, Pas forcément. hein, franco-italien, comme on peut dire, sicilien même. Oui, sicilo-espagnol, pied-noirisé, pied-noirisé, mais sicilien du côté du Perse, qui me donne quelques origines communes avec vous, C'est vrai. parmi certains grands-parents, passé par la Tunisie, puis l'Algérie, puis l'Espagne, puis ça fait des bons Français, de cœur et de sang versé. Mais Alexandre, vous êtes assis à côté d'un vrai bon Français. Enraciné. Hein, enraciné, un Corrézien Oui, alors j'en parlais de juste vieille avant. souche. J'en parlais tout à l'heure à Bâton Rompu. Quand j'étais jeune, j'aurais rêvé être un vrai Français de souche, parce qu'à mon époque, enfin, je ne suis pas très vieux, mais à mon époque, c'était encore à la mode de vouloir ressembler aux vrais Français, de s'approprier l'histoire de la France. Et mon amour de la France se traduisait à l'époque par une sorte de petite frustration de ne pas être un vrai Français avec un nom qui sonne bien français, profond. Et pourtant, vous la défendez, cette France. Ah, je crois, j'ai même une théorie qui peut peut-être nous opposer avec mon illustre voisin de droite. J'ai une théorie, ceux qui défendent le plus, enfin, parmi ceux qui défendent le plus acharnément, avec le plus de cœur, de passion la France, je retrouve souvent ces fameux Français de l'extérieur, libano, hispano, pieds noirs, siciliens. C'est très étonnant, ces Français de l'extérieur ne sont pas culpabilisés de l'être. Et quand ils défendent la France, ils n'ont aucun sentiment de culpabilité. Mais vous entendez ça, Denis, c'est extraordinaire. On n'est pas responsable de sa généalogie. Absolument. Bon. Puis la France, c'est une patrie, c'est une langue et rien d'autre, disait Sioran. Il avait tort pour le rien d'autre, c'est aussi une mémoire. Mais une patrie, on se l'approprie charnellement. Moi, j'ai une espèce de lien, effectivement, d'identité. Ma France va de soi. Je suis d'aussi loin que je peux remonter dans ma généalogie. On sort guère du Massif central, Limousin-Auvergne d'un côté. Allez, on va jusqu'au Bourbonnais de l'autre. On pousse même jusqu'à la Bourgogne industrielle. Alors, il y a dû y avoir des ancêtres qui sont venus de quelques Anatolie, voire Mongolie, comme souvent dans le Massif central, et on n'en sait rien, et on s'en fout. Dans un moment où le discours multiculturaliste nous est proposé par un certain nombre de minorités comme ça qui revendiquent leur droit d'être plus français que nature, mais cependant, comme ils se victimisent, on doit leur faire révérence. Bon, moi, je suis français au naturel, sans complexe, sans culpabilité. Avec l'arrogance de qui a la conscience et la chance et le privilège d'appartenir à un très grand, très noble et très beau pays. Mais j'entends bien, mais quand on vous lit, on a l'impression que vous êtes très très nostalgique d'une certaine France rurale tant aimée. Oui, non pas rurale. Et que vous donnez l'impression un peu de mal vivre votre époque aujourd'hui. Non, la nostalgie, je dirais, c'est le pain et le vin de l'écrivain. On lutte toujours contre le temps. On voudrait toujours que le monde n'ait pas changé depuis l'époque où on était un petit garçon. Il change toujours. Bon, c'est vrai, j'aime pas mon époque du tout. Je la déteste pourquoi même parce qu'elle est vulgaire, mécaniste, dure aux humbles. Je suis quand même chrétien. Elle fait l'apologie du quantitatif. Elle atomise les égos dans une espèce de course à la notoriété, à l'argent, pas trop quoi. Enfin bref, à peu près esthétiquement, elle est déplorable. Il y a plus ce pourquoi, par exemple, je suis monté à Paris pour devenir un éditeur. C'est-à-dire, il n'y a plus un milieu littéraire, il n'y a même plus un milieu intellectuel dans cette ville qui a été la plus civilisée du monde. Bon, elle connaît une sorte de déclin. Et puis ce pays, je le vis, puisque je vis à la fois dans la France des territoires, comme dirait Giuli, donc qui est d'où ça vive, mais complètement dévitalisée, et puis assez méprisée par nos élites. Et puis à Paris, dans un monde où je trouve ces mêmes élites en panne d'idéal, de sens de leur mission, et puis présentant tous les symptômes d'une très grande vulgarité morale. En tout cas, ça n'est pas le cas de votre voisin. Économique. Il n'y a aucune vulgarité. En général. Il y a encore quelques intellectuels brillants et qui osent affirmer aussi leurs opinions, même à contre-courant. Je l'espère. Voilà, alors peut-être, Alexandre Delval, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la France protège toujours ?
Est-ce Non. qu'il y a des menaces Oui, aujourd'hui? il y a de vraies Parce menaces. que c'est quand même votre préoccupation. Alors, j'espère ne pas sortir du sujet, Oui. mais je pense que ce n'est pas propre à la France, même si la France a une sorte d'antériorité dans ce grand travers qui est la dévalorisation, la délégitimation de l'État régalien. L'État régalien est délégitimé dans l'ensemble du monde occidental, blanc, judéo-chrétien, on l'appelle comme on veut, devenu libéral, démocratique. Ces sociétés qu'on appelle souvent occidentales ont eu raison d'être démocratiques, mais elles sont tombées d'un travers à un autre. On est passé du travers du totalitarisme horrible qui, au nom du tout, a éliminé des minorités, on pense à la Shoah, notamment à la Seconde Guerre mondiale, et de cet excès horrible, et au nom du refus de cet excès, et pour pas que cet excès revienne, pour pas que la bête immonde revienne, on est passé à un autre excès qui est la dévalorisation totale de l'État-nation, régalien protecteur, qui assure avant tout la sécurité, pour être sûr qu'on ne soit pas fascisant, répressif. Et ça, nous allons en crever. L'Europe, et pas que la France, mourra de cette réduction ad Hitlerum permanente qui assimile la défense de tout ce qui est régalien à du fascisme. Et ça nous empêche d'être forts vis-à-vis du terrorisme. La quasi-totalité, je parle à un juge, la quasi-totalité des terroristes qui ont frappé dernièrement en France sont des gens qui, après avoir été condamnés 10, 20, parfois 30 fois dans un pays normal, avec le cumul des peines, ils auraient été 70 ans en prison, ils n'auraient jamais pu nuire. C'est des gens qui ont été libérés alors qu'ils étaient connus, certains auraient pu être expulsés parce qu'ils étaient étrangers, d'autres ont été condamnés à la fois pour des faits de droit commun et pour des faits de pré-terrorisme ou de radicalisation. C'est le résultat de cette dévalorisation de l'État régalien. Vous partagez cet avis, Denis, Oui. cette espèce d'illusion Oui, d'État-nation c'est- aujourd'hui Paul Valéry disait « Tout pouvoir repose sur une croyance ». Effectivement, partout dans l'Occident au sens large, comme vous l'avez dit justement, plus personne ne croit en rien. Donc toutes les autorités sont délégitimées, Absolument, pas que l'État. pas seulement les autorités publiques, Oui. mais les autorités autorité. morales, voire les autorités spirituelles. Alors ça présente un cas particulier pour la France, parce que en France, l'État a précédé la nation. Oui. En France, l'État est le grand ordonnateur de toutes sortes de cohésion sociale et morale et de liens entre les gens. Et effectivement, on a l'impression qu'il ne sait pas se tenir, d'ailleurs. Il ne sait pas se tenir, comme disait le général de Gaulle. Moi, je suis un vieux gaulliste. C'est vrai qu'il faut se tenir. Vieux gaulliste et puis, chiracien. Et un ami de Chirac, un bien ami sûr. de Chirac, bien sûr, qui fut ministre quand même du général de J'aime bien Gaulle. la nuance. Ouais. Ami qui, et fut, Chirac. qui fut ministre du général de Gaulle quand même, puis de... Bon, mais, on a un peu... Oui, donc on le vit plus difficilement que d'autres. Non, je suis assez d'accord avec vous. Bon, mais on ne décrète pas des valeurs. Bon, il est évident, l'Occident est au bout des rouleaux de son nihilisme. Alors, il en sortira, parce que l'homme se sort toujours de tout. Vous avez raison, le risque, c'est qu'il en sorte par une forme de tyrannie, de totalitarisme. Mais derrière tout ça, il y a quand même je suis pas du tout complétiste. Il y a un capitalisme mondialisé qui contribue à atomiser les individus, à dissoudre toutes sortes d'attachements, de racines, de liens avec la mémoire. Moi, je crois qu'un homme vaut, dans sa relation avec l'instant présent, qui est éphémère. Hein, le temps que j'en parle, il est passé, et son passé. Le futur, ça n'existe pas. Au fond, je peux être mort demain matin. Donc, or, on nous installe dans une société où il y a une dialectique stricte entre présent et futur. Il n'y a plus de passé. Et tant qu'on ne reviendra pas à notre mémoire, on ne pourra pas se sauver. C'est vrai qu'il y a plusieurs forces qui détruisent l'État-nation. Et effectivement, il n'y a pas, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes de droite, qui se disent de droite, c'est pas que la gauche. La gauche est un des vecteurs de ce que j'appelle le cosmopolitiquement correct, mais également, effectivement, comme vous dites, pas voilà, celle de Gambetta, pas celle de, voilà, elle a une mémoire. celle qui n'est plus vraiment républicaine, absolument. Mais il y a aussi, effectivement, le capitalisme mondialisé. Je suis d'accord avec vous. C'est la culture Benetton. Hein, Benetton, toutes les affiches de Benetton depuis des années, c'est une sorte de métissage élevé au stade de religion indépassable. Cosmopolitisme. Voilà, Moi, j'oppose métissage. Oui, qui ou est- cosmopolitisme, absolument. qui est Le métissage n'est qu'un fructueux, prétexte dans les et- affiches, absolument. Et ce cosmopolitiquement correct
correct, à la fois le gauchisme tiers-mondiste nouveau comme source, Bobo le écolo, capitalisme mondialisé, bobo écolo, on voilà, va que dire. McWorld, qui est nommé McWorld par un grand sociologue américain, Benjamin Barber. Il a écrit un livre formidable, Djihad versus McWorld. Et il explique, en dénaturant, en détruisant les traditions et toutes formes d'autorité, comme vous disiez justement, McWorld, c'est cette soupe Benetton, Soros, eh bien prépare djihad, parce que s'il n'y a plus d'anticorps, s'il n'y a plus d'État, s'il n'y a plus d'autorité, si on produit le vide, c'est le meilleur moyen pour que des prédateurs veulent venir remplir ce vide. Ne soyons pas totalement pessimistes, on voit bien, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de réactions d'intellectuels, d'écrivains, de penseurs, d'historiens. Je sais que vous n'aimez pas le pessimisme, d'ailleurs, vous avez raison. Il y a une école Et historique. d'ailleurs, vous avez écrit un livre, Denis, du bonheur d'être réac, en Oui, 2014. c'était un peu de provocation, Ouais. de ne pas accepter ce politiquement correct. Et puis sortir On a l'impression, par exemple, nos dirigeants actuels, ils sont soumis à l'ordre capitalisme international, ils sont libéraux sur le plan économique, et puis ils sont bobos, écolos, Ils sont McWorld, socialos sur le plan de ce qu'on appelle les questions sociétales. Bon, on a l'impression qu'ils cumulent les... Oui, ça c'est les pour avoir l'air inconvénients. d'être de la soi-disant gauche. On est sociétal, LGBT, c'est la nouvelle religion aussi. Le minoritarisme, toutes les minorités, Alors, bon, toutes sortes. Il faut dénoncer ça. Ça a commencé aux États-Unis. Des gens comme Christopher Lasch, tout ça, ont dénoncé une certaine idée du progrès qui n'était que plus celle des Lumières, qui est une espèce de... Le problème, c'est que les gens, on le voit bien avec les Gilets jaunes, comme avec nos élites, ont l'impression que le monde, par une pente fatale, comme ça, par soumission à la technique, là, il faut en revenir quand même à Bernanos et à Ellul, et chemine comme ça, au fil de l'eau, comme un chien crevé, d'une façon qu'il ne peut plus contrôler. L'histoire est revenue, Fukuyama nous avait dit, c'est la fin de l'histoire. Elle est revenue, notamment avec le terrorisme, mais elle est revenue, mais tous les hommes, y compris nos dirigeants, ont l'impression qu'ils ne peuvent plus en être les acteurs. C'est vrai que ça, c'est le grand travers actuel, ce fatalisme. On nous dit on ne peut rien faire. Soit c'est Bruxelles, soit c'est les grands flux mondiaux, soit c'est le climat, la démographie en Afrique. Ne faisons rien, on ne peut rien faire, c'est une fatalité. Je suis d'accord. Trump, Jinping ou mais vous savez Erdogan ou Poutine soient très sûrs de ce qui est bon pour leur pays et pour les hommes dans 20 ans. Oui, mais vous savez que Trump a lu justement l'antithèse de Fukuyama. Trump est un lecteur de Samuel Huntington. Ce que vous disiez était très intéressant. De Gaulle disait que justement, il n'y a pas de fatalité. Être politique, l'acte politique, c'est de ne pas s'appuyer sur une fatalité ou un fatalisme. Il faut croire en la possibilité de changer l'histoire. Et aujourd'hui, même chez ceux qui voudraient empêcher le déclin de l'Occident, on sent un fatalisme. C'est un peu le syndrome Vénère qui se suicide dans cette cathédrale pour dire on est foutu. Déclin de l'Occident, est-ce que vous iriez jusqu'à craindre un déclin aussi d'une certaine idée de la France ? Bien entendu. Non, parce que j'aimerais quand même comprendre, vous êtes très sombre dans l'analyse que vous faites aujourd'hui. Tout en étant quand même optimiste, parce que je suis contre le pessimisme que j'appelle le syndrome Vénère. On est foutu, non, c'est absolument faux. Mais ce qui est vrai, moi je me rappelle dans ma jeunesse, ce qui m'avait frappé quand j'étais jeune, c'est ça qui m'a rendu patriote français d'ailleurs. On était entre différentes personnes d'origines diverses, et celui qui était français pure souche, c'était lui qui disait, je me rappelle, ça m'a frappé un jour, il y en a un qui dit, moi je ne suis que français. Il n'était pas Sicile au pied noir, il n'était pas corso, et ça m'avait frappé. Je ne connais pas beaucoup de pays où c'est celui qui est l'habitant, je dirais, pas de souche, mais le plus ancien, qui a honte presque de ne pas être assez exotique. Est-ce qu'il n'y a pas une forme Donc de... ça, c'est quelque chose de très développé. Moi je vois la jeunesse, c'est mal vu d'être le français de souche. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de culpabilisation Bien sûr. des époques coloniales? Ça a passé. Effectivement, espérons. Il y a une vingtaine d'années, on voulait culpabiliser. On voulait nous culpabiliser par rapport culpabiliser les catholiques parce qu'il y avait eu l'Inquisition, les Français parce qu'il y a eu Pétain, et puis parce que... Enfin bref, on avait été des esclavagistes au XVIIIe, des sales colonialistes au XIXe, des collabos pendant l'occupation et des tortionnaires en Algérie. Bon, ça passe, ça, plus personne, ça exaspère tout le monde, plus personne... Moi j'ai l'impression quand même que ça existe encore. Ils sont en 2000 dans Paris. Ah oui, les culpabilisateurs ne sont pas nombreux, oui. Je me bats beaucoup en France. Mais ils tiennent encore l'opinion, ces culpabilisateurs. Moi, je vois, regardez les Gilets jaunes. Le système médiatique, les journalistes ont toujours eu, les journalistes et souvent, malheureusement, les prêtres catholiques
Monsieur, pareil, les pasteurs ont toujours eu 20 ans de retard. Hein, Donc vous êtes plus optimiste que moi, vous pensez que le peuple français est moins culpabilisable qu'avant? Oui, il est absolument pas culpabilisable. Ah ça, bon ça les fait rigoler. Ils regardent ce qu'on leur raconte à la télé, ces histoires, comme quelque chose relevant d'un univers étranger. C'est marrant, moi je ressens beaucoup plus de culpabilisation. Province, je pense qu'en Corrèze on ressent moins, mais dans les grandes villes, je sens encore énormément de culpabilisation. Dès qu'on parle des sujets régaliens et de l'identité, on sent tout de suite que celui qui va être cosmopolite et xénophile va avoir le dessus sur les autres. Il joue là-dessus. Mais moi j'ai beaucoup de copains africains, parce que je me suis occupé de francophonie, y compris des franco-africains, ou j'irais même des Français qui sont de souche africaine, et pour rigoler, en fin de soirée, comme ça, quand on est bien un coup, ils imitent un espèce de discours antiraciste, caricatural, pour dire, nous, on sait faire. Ça, alors, vous devez aimer beaucoup ce monsieur, le cardinal Sarah. C'est important pour nos élites. Le cardinal Sarah est un cardinal africain qui, justement, dit aux Européens, soyez fiers d'être vous-même, gardez vos racines, ne vous laissez pas islamiser et luttez contre l'immigration de masse. C'est incroyable, c'est un cardinal africain qui dit le contraire de ce que dit le cardinal d'origine italienne. Bon, on arrive, je crois, bientôt, malheureusement, à la fin de cette émission qui est trop courte. Vous êtes tout à fait passionnant. Alors, aujourd'hui, demain, il y aura des élections européennes. Hein. Il y aura des élections où dans chaque pays, on réglera son compte, soit avec Bruxelles, soit avec son propre gouvernement. Bon, alors qu'est-ce que vous souhaitez pour la France? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on essaie de repenser cette nécessité d'une entité politique européenne intelligente, essentiellement avec-allemand, et qu'on bazarde toutes ces institutions de l'UE qui sont nuisibles à tout le monde, et qui, par ricochet, vont finir par générer du nationalisme. Comme on le voit en Hongrie, en Italie. Moi, je suis assez d'accord. J'en parlais avec Bellamy, justement, le fameux philosophe qui se lance dans les européennes. Je lui disais, si vous voulez réussir, il faut que vous soyez un peu plus transgressif. Et Wauquiez était assez d'accord sur cette idée. Si on n'est pas un minimum transgressif, eh bien malheureusement, c'est les populistes et c'est les radicaux qui le seront. Il est temps que cette droite classique reprenne un petit peu le flambeau de la défense de la patrie et de la civilisation, car notre projet, c'est pas que la patrie, c'est aussi la civilisation. Cette civilisation européenne, chrétienne, l'Europe devrait être un ensemble de nations souveraines qui défend à la fois chacun sa nation d'un point de vue de la souveraineté et aussi la civilisation qui nous unit, qui fait qu'on peut être dans ce même espace, à condition que celui-ci ne nous empêche pas d'être souverain. C'est un vrai programme. C'est De Gaulle. C'est un vrai C'est le programme. plan Fouché de De Gaulle, C'est l'Europe des nations. C'est un vrai programme. Le plan Fouché, extraordinaire. Je me sens sur ces questions-là, Vous avez raison, beaucoup plus proche de Chevènement que de... Absolument, qui est un Bon, va citer ça y personne. est, nous arrivons, malheureusement, je dirais, à la fin de cette émission. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions souhaiter bonne chance à la France. Merci. Oui, mais elle en a vu d'autres. Elle en a vu d'autres. Elle les a traversées, les épreuves. Elle les a surmontées. Merci à vous et je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission d'Agora News en toute sécurité. Merci, au revoir.